Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de vie et textes autobiographiques, s'ouvre également aux études historiques. La liste des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.harmattan.fr. Jamais un homme n'est plus un homme que lorsqu'il se trouve devant un grand choix. Pas entre le bien et le mal. Entre plusieurs biens qui s'offrent à lui et dont seul l'avenir lui dira s'il a eu raison ou non. Pierre Schoendorfer. 1928 à 2012. Remerciements. J'adresse mes plus vifs remerciements à Messieurs Roland Destroyat, frère de Robert, Bruno Destroyat, son neveu et en particulier, François Bacot, son filleul, pour le temps qu'il a bien voulu me consacrer à évoquer la mémoire de son parrain et pour le prêt de ses archives personnelles. Madame Aliette Touchalaume, fille d'Élie France, en qui survit dignement sa mémoire, pour son accueil chaleureux, son témoignage et ses encouragements. Madame Jackie Desmoutis, épouse de Jean, Monsieur Jean-Louis Compin et Madame Né Desmoutis, son gendre et sa fille pour leur précieux concours, ainsi que Monsieur Philippe Desmoutis et Madame Maïki Palua de Besset, née Desmoutis, nièce de Jean Desmoutis. Au commandant Marc de Saint-Denis, second Élie France Touchalaume sur la corvette FNFL Lobelia, 1943-1944, pour son témoignage. Au commandant Étienne Schlumberger, l'un des premiers Free French Volunteers, pour l'honneur qu'il a bien voulu me faire de m'apporter son approche de cette période. Au colonel Fred Moore, chancelier de l'Ordre de la Libération, pour l'honneur de sa préface, et à Monsieur Vladimir Trouplin, conservateur du musée de l'Ordre, pour son concours et l'autorisation de reproduction d'éléments de son fonds iconographique. Enfin, je voudrais associer mes proches, ma famille, mon entourage, toujours fidèles dans leurs encouragements, avec une mention particulière pour Jacques Drouineau. Illustration de couverture, drapeau du 1er BFM à Catina. Musée de l'Ordre de la Libération. Préface. En juin 1940, le général de Gaulle répondait à la dramatique conjoncture d'une France occupée, meurtrie et démoralisée, dont l'armée avait subi sur son propre sol une des plus cuisantes et des plus rapides défaites de toute son histoire. Face à une telle adversité, sans soutien d'importance, il fit le choix d'assumer la France et de tout entreprendre pour la ramener dans la guerre aux côtés de ses alliés. Il s'agissait pour cela de mettre sur pied, et cela fut tout sauf facile, une organisation, la France libre, de la doter de moyens militaires et de redonner l'espoir de la victoire aux Français. C'est aussi pour cela qu'il créa, dès novembre 1940 à Brazzaville, capitale de l'Afrique française libre, l'Ordre de la Libération, destiné à récompenser autant qu'à encourager et en définitive à représenter tous ceux qui, comme lui-même, n'avaient pas renoncé. Les compagnons de la Libération ne furent choisis qu'en raison de leurs actions en faveur du but même de l'ordre, la libération du territoire national. Éric Breauté nous rapporte ici brillamment le parcours de 4 d'entre eux, 4 marins qui se mirent au service de la France libre pour poursuivre un combat que la majorité avait renoncé à mener. Le choix de ces héros très discrets n'est pas le fait du hasard. En effet, tous les 4, Robert Destroyat, Hubert Amiot d'Inville, Jean Desmoutis et Élie Touchalaume, servirent ensemble au sein du prestigieux 1er bataillon de fusiliers marins, cilières d'amitié et même, pour 3 d'entre eux, se succédèrent à la tête de cette unité d'élite qu'ils avaient eux-mêmes mise sur pied à Londres à l'été 1940. Ces héros très discrets comptent quand même pour leurs faits d'armes de la Seconde Guerre mondiale, pas moins de 4 croix de la Libération, 4 légions d'honneur, 4 médailles de la Résistance avec rosette et 16 citations. Ces destins croisés, et tragiquement partagés pour 2 d'entre eux, méritaient amplement d'être l'objet de cette étude aussi sérieuse qu'agréable à lire, et qui contribuera à ce que les valeurs d'engagement, de don de soi et de refus de la fatalité qui furent celles de ces 4 combattants restent un exemple à méditer et à suivre. Colonel H. Fred Moore. Chancelier de l'Ordre de la Libération. Avant-propos. Qui se souvient encore aujourd'hui que des Français se battaient en juin 1941, à plusieurs milliers de kilomètres de leur patrie, un an après la débâcle et l'armistice humiliant sur le sol national.
Certains soumis aux conditions humiliantes du vainqueur allemand, désiraient sauvegarder ce qui restait d'unité nationale au pays, quand d'autres, une poignée, étaient prêts à payer de leur propre vie pour restaurer sans concession l'honneur et la liberté de la patrie. Mais qui sont finalement ces hommes qui se sont engouffrés dans le vent de la liberté, au moment où ces idéaux étaient bafoués, et ont su donner une impulsion à l'esprit de résistance? Comme il est de tradition dans l'histoire de France, il n'y a pas de grands événements sans aventure humaine, et celle de la France libre en est l'un des témoignages les plus éclatants. À la genèse de cette étude, Robert Destroyat devait constituer le principal sujet, avant de découvrir les liens étroits qui l'unissaient à ses trois camarades, Hubert Amiot d'Inville, Élie-France Touchalaume et Jean Desmouty. En découvrant la nature de leur relation, il ne pouvait donc y avoir meilleur moyen de comprendre les débuts de la France libre. Dans cette lutte pour relever la faillite intellectuelle et administrative de notre organisation, 2 d'entre eux ont payé ce choix de leur vie, les 2 autres poursuivant cet effort avec leur esprit. Ce quatuor symbolise ainsi l'action de ces Français libres qui, loin de céder à la résignation, ont réussi à renverser une tendance nettement défavorable. Prendre la voie difficile du combat avec une telle foi, et un tel enthousiasme, en agissant en véritable apôtre de la religion de l'honneur, ne pouvait laisser indifférent. Il faut en effet avoir été fermement convaincu que la liberté devait exister dans une France où le fatalisme de la défaite l'avait emportée, pour vouloir la rétablir dans une telle adversité. D'un extrême l'autre, on ne pourra que constater la complexité de la situation, forçant la majorité à choisir la cohésion, dans une discipline devenue pour eux la seule parade pour tenter de préserver l'identité nationale, et ce au-delà des considérations d'amour-propre. L'avenir démontrera que ce choix pour le régime de Vichy n'était qu'une illusion. Pire, il va parfois cautionner certaines exactions d'un occupant désireux d'imposer son idéologie, entre la répression impitoyable des hommes coupables d'être nés comme de s'être engagés et l'asservissement d'une nation qu'il a toujours enviée sans se l'avouer. En faisant ainsi irruption dans sa sphère intime, il va imposer au peuple français une remise en question sur son identité personnelle et nationale, faisant de cette question l'une des clés de cette période charnière pour l'histoire de France. La trajectoire de ces 4 jeunes hommes réunis par les circonstances mérite donc que l'on s'y attarde, car elle présente un sujet de réflexion d'un grand intérêt, que ce soit à titre personnel ou plus globalement pour son contexte historique. En effet, si l'on considère leur personnalité et ses fondements, autant que leur environnement personnel et professionnel, l'ensemble fournit une approche cohérente de leur action et apporte quelques éléments sur leur adhésion commune. Quel mécanisme a pu les conduire au choix d'une voie alors qualifiée de dissidente pour suivre un idéal sans concession et sans compromis, celle de la France libre? Il y a avant tout une aventure humaine, avec la rencontre de 4 garçons issus d'origines différentes mais partageant chacun de nombreux points communs. On pourra citer la vocation maritime et les valeurs fortes qu'elle porte en elle, mais aussi un creuset familial dans lequel la représentation nationale et l'esprit chevaleresque dominent. À un moment où les intérêts supérieurs de la patrie sont menacés dans leur intégrité, et où les repères identitaires volent en éclats, ils considèrent n'avoir plus qu'un seul parti à prendre, celui de rallier les adversaires d'un envahisseur peu fréquentable. Bien plus qu'une envie de se battre, il s'agit d'une responsabilité individuelle liée à la survie de l'honneur du pavillon, symbole de liberté et d'indépendance. La synergie de ces 4 volontés ne pouvait que générer un formidable dynamisme auprès de ceux qui partageaient cet état d'esprit. Sans oublier que leur participation active à la campagne de France est loin d'avoir été passive, et que les sacrifices qu'ils y ont consentis, à l'instar de nombre de leurs camarades, ne sauraient être balayés par un armistice discuté. De ce fait, l'activité du Quatuor au sein de forces navales françaises libres va s'avérer déterminante, puisque l'amiral Muselier va les charger de rassembler et d'entraîner sans attendre les premiers volontaires désireux d'en découdre avec l'ennemi, pour les engager aux côtés des Alliés. L'enthousiasme et la foi qu'ils mettront dans cette mission permettra à la marine de se tenir aux avant-postes de la reconquête du sol national, leur bataillon de fusiliers marins constituant le noyau du futur régiment que l'on retrouvera à Bir Hakeim puis aux côtés de la 2e division blindée de Leclerc. Au prix malheureusement d'affrontements franco-français, qui devaient être normalement exclus au départ,
mais que la confusion des valeurs et les orientations politiques rendront inéluctables. Au-delà de l'affrontement factuel, il s'agit bien ici de l'opposition de deux conceptions du service. L'une, conservatrice, légitimée par son statut d'armée d'armistice, va s'efforcer de perpétuer la tradition militaire avec sa structure séculaire et son organisation inchangée à celle d'avant-guerre, bien que sur un format plus réduit. L'autre, révolutionnaire et portée depuis le milieu des années 20 par des officiers novateurs, dont un certain Charles de Gaulle, qui appuieront leur concept sur l'implication personnelle, l'honneur et la liberté du choix des officiers pour responsabiliser les hommes dans l'exécution des missions. Le sacrifice de Robert Destroyat entraînera la dissolution du Quatuor, comme si l'alchimie du groupe était rompue, mais chacun poursuivra sa mission avec la même volonté, Hubert Amiot d'Inville reprenant l'œuvre du bataillon de fusiliers marins, BFM, Élie-France Touchalaume et Jean Desmoutis repartant servir à la mer. À l'instar de cette jeune génération devenue adulte au cours de ce conflit, ils formeront les rangs des combattants d'Indochine et d'Algérie. Si l'année 2011 a vu le centenaire de la naissance de Robert Destroyat, il y a également 70 ans que ce jeune officier a disparu en Syrie au nom de l'idéal de la liberté. À ce jour, le sujet reste toujours aussi sensible, très probablement à cause de l'absurdité de sa conclusion et du grand traumatisme de cette période, mais il conserve plus que jamais son actualité. Il est peut-être temps aujourd'hui, toute passion apaisée, d'essayer de comprendre l'un des drames de notre histoire collective. Celui qui a vu s'affronter des Français partageant parfois les mêmes valeurs, mais dont l'interprétation avait été perturbée par les distorsions et les remous de l'histoire, à une époque où tout s'est subitement emballé. Au-delà de toute considération, le noyau formé par ce quatuor d'hommes jeunes mués par le même idéal ne peut que forcer le respect. Et si demain, l'histoire se répétait et qu'il fallait prendre un parti engageant sa vie, celle de ses proches ou de ses frères d'armes, pour préserver son identité nationale, quelle voie choisirions-nous ? La complexité de cette question s'exprime peut-être aujourd'hui par la difficulté des jeunes générations à l'aborder. Pourtant, le temps n'est pas si loin où la jeunesse de France prenait les armes pour tenter de sauver la patrie en péril, menacée dans son existence par l'invasion. Les pages qui vont suivre n'ont d'autre ambition que de permettre l'immersion dans une période qui pourrait aujourd'hui sembler courte, mais qui fut pourtant déterminante pour notre pays, quel que soit le parti que l'un ou l'autre des acteurs ait pris. Il serait en effet trop facile de ne parler que de vainqueurs fustigeant les vaincus, sans chercher à comprendre les motivations des uns et des autres. Puisse cette étude s'inscrire comme un instrument de réflexion pouvant inviter simplement chacun à effectuer son travail personnel de mémoire. Puisse-t-elle permettre de s'interroger sur des thèmes d'une actualité toujours vivante, comme la responsabilité, l'identité, individuelle ou collective, ou la liberté, valeurs constituant finalement les fondements de la citoyenneté. Chapitre 1er, au rendez-vous de l'histoire. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Septembre 1939. Après plusieurs années de provocation, l'Allemagne a franchi le seuil de l'inacceptable en lâchant ses armées à la conquête de la Pologne le 1er. Les atermoiements et autres arrangements de Munich ne sont plus que de lointains souvenirs qui ne peuvent laisser que des remords, tant le prix des compromis est aujourd'hui cher à payer. La France bat le rappel de ses troupes. Sûre de sa puissance, elle mobilise ses capacités pour préserver une Europe menacée par les velléités de l'Allemagne nationale-socialiste. Des renforts arrivent de l'Empire colonial, des classes de la réserve viennent grossir les rangs des forces armées. Passé l'effervescence des premières semaines, une longue attente va ensuite s'installer, pendant laquelle les ardeurs guerrières vont peu à peu s'atténuer. Si certains se complaisent dans cette attente, propre à leur conserver un peu de cette vie d'avant-guerre, d'autres rongent leurs freins, notamment cette génération de jeunes officiers prometteurs qui cherchent un théâtre où ils pourront s'exprimer. En cette fin d'octobre 1939, le lieutenant de vaisseau Robert Destroyat, officier de marine entré il y a tout juste 10 ans à l'école navale, découvre la réalité de cette guerre immobile en arrivant en métropole, après avoir fait campagne pendant 2 ans dans les mers de Chine. Véritable témoin de cette montée des extrêmes, ayant pu se confronter depuis son plus jeune âge aux nombreuses manœuvres de déstabilisation italiennes et japonaises notamment, il a toujours pensé qu'il ne pouvait y avoir d'autre issue qu'un conflit ouvert. Lorsqu'il parvient à Lorient avec le croiseur Primogay,
il fait le constat pessimiste que si un dispositif défensif important a été mis en place aux abords du port breton et de manière générale, sur l'ensemble du territoire, on semble se figer dans un attentisme qui commence à être surnommé la drôle de guerre. Face à cette inactivité, il demande un commandement à la mer sur petits bâtiments, ce que ses états de service et ses excellentes notations lui permettent d'obtenir. Son premier commandement sera celui du chasseur 5 à Cherbourg, en remplacement du capitaine de corvette Robillard. Celui-ci a été nommé au commandement de l'Aviso-Lassigny, dont il a d'ailleurs déjà été le second. De son côté, à Brest, l'enseigne de vaisseau Jean Desmoutis, officier de réserve en situation d'activité ORSA depuis 3 ans, est affecté sur le torpilleur Le Frondeur depuis le mois d'octobre 1936. Cet ancien de la marine marchande navigue depuis le même temps sur des torpilleurs, à bord desquels il a pu affiner ses talents d'officier de manœuvre. Lorsque la guerre a éclaté, son bâtiment a été employé dans des missions d'escorte de navires et à la protection des approches nationales. Cependant, là de ses activités certes nécessaires mais routinières, il aspire maintenant à commander à la mer. Bien avant qu'il sollicite l'état-major de la marine pour cela, sa volonté est exaucée grâce à ses excellents états de service. Il obtient ainsi de prendre le commandement du chasseur 6, dont il est reconnu officiellement commandant en décembre 1939, au cours de la traditionnelle cérémonie de prise de fonction. Après avoir mené les essais du bâtiment et quelques missions de soutien, il rejoint le groupe des chasseurs de Dunkerque, au sein duquel il rencontre un certain Robert Destroyat. Cette rencontre entre 2 jeunes officiers, l'un Bordache 1, l'autre Orsa, va s'avérer être le point de départ d'une aventure déterminante pour les débuts des forces navales de la France libre, FNFL. Sans évoquer le hasard du destin, si leurs vécus respectifs les avaient tout simplement amenés à se trouver et à se réaliser dans ces heures tragiques. Robert Destroyat. Collection privée. Jean Desmoutis. Musée de l'Ordre de la Libération. Robert DE accent aigu TROYAT, l'artiste engagé. Entre tradition et ouverture. Lorsqu'il naît à Tours le 8 janvier 1911, Robert est le 2e enfant du couple que forment André Destroyat, 19 ans, et Suzanne Guichard, 30 ans. Sa sœur Gisèle a déjà 5 ans et demi, ce qui expliquera peut-être ses relations étroites avec ce petit frère toute sa vie durant. Le nouveau-né entre dans une famille qui porte depuis plusieurs générations un sens élevé pour la carrière des armes, et en particulier pour la cavalerie. Son père est capitaine de cavalerie au 8e régiment de cuirassiers, alors que son oncle Pierre, intime de Végan dont il est camarade de promotion de Saint-Cyr, est grand écuyer au Cadre noir de Saumur, tandis que nombre de ses ancêtres ont servi les armes de la France, dans l'armée ou la marine. Le jeune homme évolue dans un environnement très conservateur, dans lequel la religion chrétienne tient une place centrale, entre tradition militaire côté paternel, et nouvelle bourgeoisie industrielle pour l'héritage maternel. Avant de faire du Pays basque son point d'ancrage, la famille Destroyat est originaire du Dauphiné. L'arrivée de Pierre à Bayonne en 1774 va y implanter une branche importante, dont l'essor va progressivement se constituer sur les armements en course et le commerce local. Ses descendants prendront eux aussi leur part au renom du patronyme, en s'intégrant à la vie de la cité bayonnaise. Parmi eux, Émile, qui deviendra un personnage éminent dans la société bayonnaise en jouant un rôle déterminant dans la création de la Caisse d'épargne de Bayonne, dont il devient l'un des directeurs, 1834, et en participant en tant que délégué à la Chambre de commerce à la mise en place d'un comptoir national d'escompte, 1848. Il crée sa propre entreprise en 1859, en association avec son fils Arnaud IV, qui reprendra la direction de la banque en octobre 1892. Arnaud, banquier devenu notable, fréquente beaucoup les cercles intellectuels et artistiques du début du XXe siècle, au rang desquels on peut citer le peintre Bonnat ou même l'écrivain Prosper Mérimée lors de ses passages dans la région. Mais accumulant de lourdes pertes, celui-ci doit céder son fonds de commerce en 1906. Quelques légèretés, mais surtout la déroute des emprunts russes, viendront mettre son patrimoine en péril, au point que son patrimoine immobilier soit aussi touché. De ce fait, les demeures familiales Bouébin, Porteny et Cam de Prats, à Mousserolles ou celles de Haou à Saint-Pierre-d'Irube,
devront être vendus, ainsi que quelques hectares de terre dans les Landes. Seule la propriété familiale que son père avait fait bâtir à Paix, 40 en 1824 pourra être sauvée. Ses deux fils, Pierre et André, se tourneront quant à eux vers Saint-Cyr pour évoluer ensuite dans la cavalerie, arme de tradition chez les Détroyats. Les Guichard, branche maternelle de Robert, ont pour leur part des racines dans la région de l'Yonne. Les ancêtres, propriétaires terriens, ont souvent occupé des responsabilités politiques, comme Guillaume Guichard, ami du secrétaire intime de Napoléon Bonaparte, Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, 1769 à 1834. Celui-ci a bien servi quelque temps comme officier de marine, mais il est finalement devenu membre du Conseil des 500 en 1797. Son fils, Victor, sera maire de Soucy 89 en 1848, puis député de l'Yonne de 1871 à 1884. Quant à Jules, son petit-fils, il sera élu sénateur dans l'Yonne en 1895 et en 1891 sous la Troisième République. Ce dernier s'inscrit volontiers dans la génération des industriels dynamiques du début de siècle, en s'associant dans le projet du canal de Suez aux côtés de Ferdinand de Lesseps. Les deux hommes se sont en effet rencontrés en 1861, puis sont devenus intimes, au point que Lesseps investisse son camarade de la mise en valeur des terres attenantes au canal. Ce projet se concrétisera par la création du domaine de Loisdy, propriété s'étendant sur 10 000 hectares entre le Nil et Suez. Fortement impliqué dans ces affaires, Jules Guichard devient l'administrateur de la Compagnie du canal de Suez, puis en est nommé président de 1892 à 1896. Dans la famille, ce lien familial aura souvent la réputation d'illustrer le côté artiste de Robert, qui se révélera progressivement et qui le fera même remarquer à l'école navale. Son enfance et son adolescence sont rythmées par les aléas de cette vie de nomade qu'implique la condition militaire paternelle, la Première Guerre mondiale venant cependant constituer une parenthèse. Quelques mois après le début de la guerre, le chef d'escadron Détroyat passe au 2e régiment de cuirassiers, son unité participant aux offensives alliées d'Artois et de Champagne, puis à celle de la Somme en 1916. L'année suivante, elle se bat contre les Allemands sur le canal Crozat, puis va stationner au nord de Soissons, pour terminer ensuite ce conflit en repoussant les 3 grandes offensives de l'ennemi en mars, mai et juillet 1918. André Détroyat sert un moment à l'état-major du général Foch, lorsque Maxime Weygand en devient le chef d'état-major général. Ce qui lui donne l'occasion de se rendre régulièrement en permission auprès de sa famille, et même d'y fêter sa promotion de lieutenant-colonel le 8 juillet 1918. Jusqu'à ce si attendu 11 novembre. L'Allemagne vaincue signe l'armistice, la guerre est enfin terminée. Du haut de ses 7 ans, le petit Robert comprend bien qu'il se passe quelque chose d'historique. Il décide de composer une chanson pour l'événement. Sous sa plume innocente, le 2e couplet sonne déjà d'une teinte bleu marine. Les enfants se couchent, les malades se mouchent et un petit mousse grimpe sur un mât et un matelot dans un petit bateau prit son gros tonneau pour faire son repas dans le lointain 5. Quelques mois plus tard, à l'automne 1919, son père est désigné pour le poste d'attaché militaire près l'ambassade de France à Rome. La famille le rejoint et s'installe dans la capitale italienne en mars 1920. André Détroyat va œuvrer pendant 4 ans au Palais Farnèse, sous l'autorité de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Camille Barrère, au sein d'une équipe constituée du conseiller d'ambassade François-Charles Roussis et de l'attaché naval, le capitaine de vaisseau Joseph Frochot. Cet officier de marine s'est déjà distingué dans ses commandements à la mer, sur torpilleurs ou sous-marins, ainsi que lors de l'évacuation de l'armée serbe en 1916. Quant au jeune Robert, il entre à l'école Chateaubriand, une institution dépendant du ministère des Affaires étrangères qui accueille aussi bien les enfants de diplomates ou originaires de pays francophones, que des familles italiennes. C'est une école laïque et mixte de surcroît, ce qui est un élément notable à l'époque. Ce choix familial témoigne certes d'une certaine ouverture d'esprit. Un établissement religieux dans la capitale des catholiques aurait en effet pu accueillir le jeune homme. Mais on peut attribuer cette volonté au fait que la situation intérieure du pays est particulièrement tendue à cause de la montée du mouvement de Benito Mussolini, qui va d'ailleurs prendre la mainmise sur les institutions religieuses. D'autre part, réputé pour constituer un lieu de culture internationale,
Cette école va apporter au jeune homme un regard différent sur les cultures et une curiosité d'esprit, en plus de l'adaptabilité qu'il lui aura fallu pour trouver son équilibre. Même s'il se trouve dans un environnement que l'on peut considérer comme privilégié, la situation dans la capitale romaine reste instable. N'ayant pas obtenu le pouvoir par les urnes, le parti de Mussolini veut maintenant s'imposer dans la rue. Profitant des querelles existant entre communistes et socialistes, les fascistes parviennent enfin à obtenir des sièges à la Chambre aux élections de 1921. Mussolini est élu à Milan et multiplie les provocations de ces chemises noires du Parti national fasciste, PNF, pour parvenir à un gouvernement de coalition. Dans ses attributions, le colonel Detroia et des membres de l'ambassade vont même se trouver en plein milieu de l'une d'elles. En septembre 1921, une célébration de la fraternité d'armes franco-italienne est organisée par le député démocrate Luigi Gasparotto. Cette commémoration prend la forme d'une tournée d'une délégation française dans le nord du pays, dans les lieux où les troupes françaises sont passées ou ont séjourné en 1917 à 18. L'ambassadeur, accompagné des attachés navals et militaires, ainsi que d'anciens commandants de 1914 à 1918 des unités françaises concernées, sont ainsi reçus du 21 au 25 septembre à Turin, Milan, Vicence, Montauban et Venise. Lors de la dernière étape, la délégation a été outrageusement sifflée par la foule amassée sur la place Piazzetta. L'injure a été flagrante. Il est de toute évidence qu'ici comme à Milan, il y a eu un coup monté par les fascistes qui continuent à s'imposer à la faiblesse des autorités. La tension ne retombera pas, puisque le soir au banquet, la musique municipale qui avait commencé à jouer la Marseillaise est assaillie et dispersée. Ces manœuvres d'intimidation atteindront leur paroxysme avec un mouvement de partisans devenu célèbre, la Marche sur Rome. Dans les suites de cette démonstration, le leader fasciste obtiendra la charge de constituer un gouvernement le 30 octobre 1922. Pendant 2 ans, le PNF va progressivement, sans changer les institutions ou l'organisation économique et sociale du pays, s'emparer de tous les pouvoirs. La réforme du scrutin proportionnel et les intimidations de sa nouvelle milice lui permettent de remporter les élections en avril 1924, dernière étape avant le régime dictatorial qu'il imposera l'année suivante. Sur le plan diplomatique, l'action de Camille Barrère, diplomate très populaire en Italie, parvient à conserver les relations franco-italiennes lors de cette période de tension. C'est dans cette atmosphère particulière que les Detroia évoluent durant ces 4 années, qui resteront malgré tout un excellent souvenir pour tous. L'appel de la mère. Lorsqu'il revient en France à la rentrée de 1924, Robert devient alors interne à l'école Sainte-Croix de Neuilly, dans la continuité d'une scolarité sans problème. Cette institution humaniste a été fondée par les pères de Sainte-Croix, dont la réputation n'est plus à faire. Elle a même déjà vu défiler des hommes devenus célèbres, comme l'écrivain académicien Henri de Monterland, même si ce dernier fut renvoyé de l'établissement en 1912. Les périodes scolaires sont entrecoupées par les vacances, en partie dans la propriété familiale landaise de Paix ou dans la maison de sa tante Catherine, à Ossès, dans les montagnes du Pays Basque, à une trentaine de kilomètres de Bayonne. Depuis ses premiers souvenirs d'enfant, l'enfant apprécie particulièrement les balades sur le mont Baïgoura avec son père. En fin de cycle traditionnel, Robert a désormais un objectif concret, celui de devenir officier de marine. Issu d'une famille où la tradition militaire est importante, avec un attachement particulier pour la cavalerie, son père et son oncle servent dans cette arme, l'ancêtre Léon s'occupe certes une place à part dans ce panthéon. Cet officier de marine est une figure atypique, qui a tout de même occupé des fonctions de chef de cabinet de l'empereur Maximilien ou bien encore celle de sous-secrétaire d'État à la marine mexicaine. Puis il est devenu par la suite écrivain, journaliste, directeur d'un journal et d'un théâtre. Il a même fini par être nommé général auxiliaire à La Rochelle pour la guerre de 1878. Mais il y a un autre officier de marine, aux états de service peut-être moins fantasque mais à la dimension affective plus importante, qui s'est érigé comme un modèle à ses yeux, en la personne de son cousin Germain-Antoine Sala-Neuf. Élevé en partie par André et Suzanne Detroia, celui-ci a toujours eu des liens d'affection forts avec Robert, et son parcours remarquable aura très certainement constitué une référence.
Engagé volontaire pour la Grande Guerre, Antoine est parvenu à intégrer la Baille, pour ensuite devenir pilote de dirigeable de l'aéronautique navale. En alternant affectations embarquées et services aéronautiques, en métropole ou en outre-mer, il est maintenant commandant des escadrilles de bombardement, un B1 et de patrouille maritime, un R1 à Cherbourg depuis 1926. Estimé comme une personnalité hors de pair, il est même déjà titulaire de l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur, en outre décoré de la médaille d'honneur pour son action lors de l'incendie de Smyrne pour avoir sauvé de nombreux civils. Ce cousin a décidément l'étoffe d'un héros. L'attirance du jeune Robert pour ces deux profils trouve peut-être son origine avec l'ouverture d'esprit qui lui a été inculquée jusqu'à présent. En tout cas, c'est en août 1927, à Paix, qu'il prend formellement la décision de devenir marin. Je juge que tout garçon sérieux doit avoir une idée directrice et des principes généraux qui le guideront partout dans la vie future et qu'il aura à changer et à perfectionner. Comme idée directrice, je mets le ciel à conquérir. Les moyens de le conquérir. Voilà dès lors l'intéressant. J'ai choisi la vie de marin. Car j'ai jugé qu'elle me convenait. Dans son idéal et dans ses austérités. Mais un homme, un vrai, doit avoir une vie intérieure, ce qui suppose réflexion. Un de mes principes sera donc la réflexion dans tous mes actes, et une plus longue réflexion de temps en temps. Réflexion en tout et méditation de temps en temps. 10. Des pensées aux actes. Il devient flotard en octobre 1927, lorsqu'il est admis au cours préparatoire à l'école navale de l'école Sainte-Geneviève à Versailles, plus connue sous son surnom Ginette. L'établissement religieux est depuis de nombreuses années le berceau de carrières prestigieuses, des marins comme Pierre Savorgnan de Brazza ou des maréchaux, comme Hubert Lyautey et Jean Delattre de Tassigny. Il y rencontre des camarades qui préparent également navale, comme Georges Rossignol 11 ou Antoine Pugliesi-Conti 12. Robert résumera ses premiers moments passés à Ginette en quelques mots, simples mais réfléchis: vie intérieure, personnalité. Formé. Art à cultiver. Maths à travailler. Camarade très chic, surtout Antoine Pugliesi-Conti 13. Son sérieux et sa motivation lui permettent d'être admissible à Naval en juin 1928, pour être finalement recalé à l'oral. La deuxième année sera toujours aussi studieuse, car le jeune homme reste on ne peut plus enthousiaste pour son projet. Éducation de la volonté, l'héroïsme, cela se prépare. Donc petits sacrifices réguliers. Amour de l'activité que mon caractère a, à un certain point. Enfin en bouquet, réflexion et méditation 14. Dans un autre registre, son cousin, Michel Destroyat 15, qui commence à acquérir une renommée internationale d'expert en voltige aérienne, vient de quitter l'armée de l'air après 4 années de service militaire pour voler vers d'autres challenges. Il deviendra incontournable dans le domaine aéronautique au cours de ces années 30, en s'illustrant dans de périlleux exercices lors de meetings internationaux. Petit Fisto deviendra grand. Après ces 2 années passées à Ginette, Robert est admis à l'école navale en 7e position sur 137, fruit d'un travail sérieux, même si le jeune homme semble posséder un certain potentiel. J'ai le sabre. Je suis dans les 10 premiers. Je suis à vrai dire un peu honteux de mon rang, et à la fois flatté et ennuyé d'avoir le sabre. Enfin on accepte toujours ces choses-là. 16. Alors qu'il part vers son avenir, son père, colonel, vient de prendre le commandement de la 3e brigade de cavalerie à Batna, dans l'arrondissement de Constantine en Algérie. Le temps de savourer ce succès dans le sud-ouest, il rejoint le 2e dépôt des équipages de la flotte à Brest le 30 septembre, première étape pour ensuite intégrer les baraquements du plateau de Lanninon à la rentrée scolaire de 1929-17. L'école attend en effet toujours, depuis 1915, la construction de bâtiments à terre pour remplacer les vaisseaux écoles ancrés en rade, les Borda ou Intrépides, qui accueillaient auparavant les élèves officiers. Si le projet avance, le ministre de la Marine, Raphaël Georges Lègue, ne posera la première pierre non loin de là, à Saint-Pierre, que le 14 novembre de cette année. Robert n'aura donc pas le privilège de connaître le confort du futur Versailles de la mer. L'arrivée dans ce nouvel environnement, avec ses traditions séculaires, constitue pour Robert un tournant culturel important, même s'il retrouve ses camarades Antoine Pugliesi-Conti et Georges Rossignol. Sacrifiant au traditionnel rite d'entrée,
notre élève officier de première année, notre Fisto, évolue sous les auspices d'un ancien qui devient son père. Jean Philippon, futur résistant, fait partie de ces anciens. Les premiers jours passés à l'école semblent ne pas l'avoir dissuadé de vouloir aller au bout de son projet, même si les débuts sont difficiles. Il signe un engagement volontaire de 6 ans à compter du 28 octobre. Si sa tenue et sa conduite pendant l'exercice 1929 à 1930 sont jugées excellentes, en revanche, les résultats ne correspondent pas à l'effort, car il s'est trouvé désorienté à son arrivée à l'école et s'est adapté trop lentement. Le corps enseignant plaide surtout sur un caractère très jeune, un peu l'an 18, ce qui ne l'empêche pas de passer en seconde année avec un classement dans le premier tiers, 40-136e. En mai, il part en Algérie pour y passer quelques semaines de vacances. Le début de la deuxième année et surtout, l'arrivée des Fistos, parmi lesquels on trouve Henri de Pimaudan, lui font maintenant endosser le rôle d'ancien. De ce fait, le jeune homme va s'affirmer davantage au cours de l'année scolaire 1930 à 1931. Il sera même perçu comme ayant un caractère franc mais un peu léger, intelligent et cultivé. Ce dernier point suscite en lui bien des réflexions, car il accorde à l'art une importance particulière qu'il tente de concilier depuis plus d'1 an avec un métier très technique. J'aborde le sujet qui me tourmente depuis quelque temps, à savoir, concilier art et devoir, énergie et délicatesse, foi et dilettantisme qui dégénère en scepticisme. Or, scepticisme est contraire de foi. D'autre part, qu'est-ce que l'art et en quoi peut-il être utile ? Il fait appel à de nobles aspirations de l'homme et je crois qu'on doit aimer l'art, dans la mesure où il vous élève l'âme. C'est l'art qui distingue l'homme éduqué du sauvage brutal. Comment mener de front une vie énergique et une vie d'artiste ? 19. Malgré tout, son enthousiasme reste inchangé, même si son encadrement juge qu'il manque un peu de maturité d'esprit. 20. Il se rend de nouveau en Algérie en avril 1931, pour de nouvelles vacances en famille. Papa est un vrai chef. Il s'occupe de sa tâche avec calme et maestria, toujours prêt à organiser une excursion, à être gai avec les gens. 21. À la fin de son séjour de 2 ans à la Baye, alors que son frère Arnaud est admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion du Tafilalet, l'enseigne de vaisseau de 2e classe d'Étroya quitte les cours pour aller faire son année d'application à bord du croiseur École Jeanne d'Arc, capitaine de vaisseau marquis. Campagne certes traditionnelle, mais sur un bâtiment neuf qui vient d'être admis au service actif et va effectuer sa première croisière. Ce n'est certes plus l'ancienne Jeanne, emblématique vétéran des Dardanelles à la silhouette caractéristique, avec ses 6 cheminées, mais une unité moderne déplaçant 9200 tonnes, avec un équipage de 648 hommes et 156 officiers élèves. Le ministre de la Marine, Raphaël Georges Lègue, a voulu que dès leur entrée dans la carrière active, tous les officiers profitent de la croisière d'application pour acquérir une vue d'ensemble des grands intérêts français répartis dans le monde. En somme, au-delà des préceptes et des grandes théories développées en cours, les futurs officiers doivent naviguer et s'ouvrir au monde, dans la pure tradition des marins diplomates. À bord, les loufiats de poste, ces lieutenants de vaisseau expérimentés chargés d'encadrer les officiers élèves, font référence par leur écoute et leurs conseils, aussi bien que par leur autorité. On retrouve ainsi parmi eux des hommes qui s'illustreront lorsque la patrie sera en danger, comme Toulouse-Lautrec 22, poste 2, avec son torpilleur Jaguar devant Dunkerque, ou d'Étienne d'Orve 23, poste 5, les X, ancien de Ginette, qui deviendra martyr de la résistance. Au sein du poste 6-24, sous l'œil bienveillant du lieutenant de vaisseau Ducos de Saint-Barthélemy, Détroya va consacrer cette année à la mise en application des règlements et théories inculqués durant les 2 ans passés à terre, dans une campagne dont la croisière s'établira autour de l'Amérique du Sud puis sur les contours de la Méditerranée. L'ambiance du groupe est importante car il faudra passer du temps ensemble dans un espace restreint, mais le fidèle Georges Rossignol fait partie du même poste. Le 10 octobre, la Jeanne appareille de Brest pour traverser l'Atlantique et faire le tour de l'Amérique du Sud, avec la découverte de lieux mythiques tels que Bahia, Rio, Montevideo ou Buenos Aires, les chenaux de Patagonie ou Valparaíso. Après une tournée dans les Caraïbes, Antilles, Haïti, on repasse par l'Afrique avant d'entrer en Méditerranée dont on va faire le tour. Ajaccio, Venise, Corfou, Athènes, Istanbul, Constanza, Rhodes, Beyrouth, Bizerte, Alger. Puis, il faut revenir à Brest avec tellement de souvenirs le 4 juillet 1932, près de 5 mois après en être parti.
Le camarade Pierre Chavana 25 termine premier de l'école d'application, les meilleurs comme Étienne Sicard choisissent l'Extrême-Orient. Robert termine avec une moyenne de 14,452, devant Guy Ducor 26, qui suit à 1 millième de point. Les deux enseignes choisissent de rejoindre le Levant. Durant cette campagne, son caractère sortant un peu du cadre parfois rigide du service, lui vaut d'être taxé des apostrophes artistes, sujet cultivé à l'intelligence vive mais un peu de fantaisie. Il faut dire que Robert a pris l'habitude de consigner ses souvenirs sur un carnet, s'essayant à retranscrire ses émotions par des croquis qui viennent illustrer des lignes dans lesquelles il note ses impressions. Le jeune homme a également pris de l'assurance dans un environnement où il se sent maintenant à son aise, sa nature sympathique, franche et droite, et sa bonne humeur constante 27, en font un jeune homme rayonnant qui fait déjà l'unanimité. Cette première expérience lui donne l'envie de partir en campagne outre-mer, pour prolonger sa soif de découverte. Trouble en Abyssinie. En sortie de Jeanne, son vœu est exaucé. Robert Destroyat est affecté sur l'Aviso Vimy, capitaine de corvette du pont de Dinchin 28, ayant Beyrouth pour port-base, cité antique de la Méditerranée qu'il a pu découvrir durant son escale de juin dernier. Son bâtiment opère au sein de la division navale du Levant, sous les ordres du contre-amiral Henri Joubert avec l'Aviso Ypres, capitaine de corvette Favier, et le remorqueur Djebel Sanin, regroupé autour du navire amiral, le yacht Diana. En général, le yacht très élégant Diana, aussi mauvais marin que de bel aspect 29, effectue une croisière annuelle dans les îles et ports grecs, à Chypre et en Égypte. Cette destination satisfait à ses attentes, puisqu'il va pouvoir bénéficier d'une première campagne outre-mer, sur un bon bateau et dans un pays intéressant. Il rallie Brest le 5 septembre, où il retrouve son camarade de promotion Guy Ducor, désigné lui aussi pour le Vimy. Le bâtiment est en grand carénage, avant de regagner son port d'attache dans les prochains jours. Ses premiers pas à bord n'échappent pas au classique échange de grades et de fonctions, traitement réservé en général aux midship, pour leur premier embarquement. Quand en plus le rôle du commandant est joué par l'officier canonnier, André Ploy, un personnage original, le stratagème fonctionne à merveille. À 11h commence un déjeuner mémorable au cours duquel un maître d'hôtel, 2 enseignes et un capitaine se conduisent d'une manière pour le moins étrange. À 12h, profondément écœurés, Ducor et moi faisons nos confidences sur un ton lamentable, au docteur, seul membre du carré demeuré à table. Et toutes les fois c'est comme cela, dit-il. À ce moment le voile se déchire et nous présentons nos respects, à l'enseigne de vaisseau de I° classe André Ploy 30-31. Tradition oblige. L'échange de galons ou de fonctions a déjà piégé plusieurs générations de midship. Cette épreuve initiatique permet au jeune homme et à son camarade de prendre leur place au sein de l'état-major du bord. Le commandant, capitaine de corvette du pont de Dinchin, dit Jules, le second, lieutenant de vaisseau Verdier, dit le Russe, l'officier transmission, lieutenant de vaisseau JV, l'officier canonnier, l'enseigne de vaisseau Ploy, dit Oscar, l'officier de manœuvre, enseigne de vaisseau Lazennec, dit Lazo, le médecin de 2e classe Boisneuf, dit le Toubib et L', officier mécanicien de 2e classe Pédron 32, dit Bidroun ou l'Irrésistible. L'ambiance du carré est plutôt bonne, le fantasque Oscar en particulier se démarquant par ses frasques. En 1932, la Diana se rend à plusieurs reprises avec le Vimy en mer Rouge jusqu'à Djibouti. Ce qui permet au jeune officier de découvrir les populations riveraines des ports du Moyen-Orient et leur culture, dont Al-Loaya et Al-Odeida, Yémen, Jeddah, Arabie Saoudite, Assab, Massawa et Swakim, Érythrée, comme l'avait fait Arthur Rimbaud plus de 50 plus tôt. Dans un autre registre, l'île Périm, les golfes de Tadjoura et d'Aden, ainsi que les charmes de l'Éthiopie n'échappent pas à sa curiosité, déjà aiguisée par les écrits d'un certain Henri de Montfray. Robert remplit à bord du Vimy les fonctions de chef de service du corps de débarquement et d'officier de détail, sans oublier les quarts en passerelle. Son sérieux et sa droiture en font un élément apprécié, qui prend progressivement de l'assurance. Son commandant le considère d'ailleurs comme bien doué, très discipliné et dévoué, faisant remarquer qu'il a une excellente influence sur le personnel subalterne 33. Il va d'ailleurs avoir l'occasion de revenir dans le golfe d'Aden, puisque des troubles éclatent en janvier 1933 à la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie, laissant craindre une volonté d'extension régionale du roi d'Éthiopie, le Négus Tafari Makonnen. Car,
l'Empire éthiopien est dans une importante dynamique de modernisation depuis la fin de l'année 1931, avec la création de nombreuses écoles, l'apparition de l'aviation ou le développement de son réseau de communication, routier ou ferré. Djibouti, pays aride brûlé par le soleil, où subsiste un bon équilibre entre Européens et indigènes, partagé entre les deux ethnies rivales, les Afars et les Issa, est occupé par les Français depuis 1862, à la suite de la signature d'un traité entre les chefs locaux et Napoléon III. Site stratégique, il sert de base arrière de ravitaillement et s'est imposé dans les débuts de la conquête de l'Indochine. L'ouverture du canal de Suez en 1869 lui a donné une importance supplémentaire, qui a motivé la présence d'une station navale sur la côte française des Somalis. La protection de ce point de communication sensible va néanmoins retomber au début des années 30, les capacités d'intervention dans la zone étant progressivement confiées au Levant. Les incidents provoqués à la frontière éthiopio-djiboutienne sont plutôt le fait de tribus dissidentes qui, en se livrant à des pillages, menacent la stabilité régionale. Les moyens défensifs locaux étant insignifiants, cette menace alerte le gouvernement français, qui dépêche en mars les avisos Vimy et Ypres à Djibouti. Depuis l'arrivée récente du nouveau commandant, le capitaine de corvette Bourgeois, intervenu le 24 décembre 1932, Robert Detroya a progressé au sein de l'état-major du Vimy. Il est maintenant chef des services conduite du navire, artillerie, transmission, armes sous-marines et électricité. Et il réussit plutôt bien dans ses divers rôles, ayant même davantage d'assurance puisque son commandant le juge comme un excellent officier, dévoué, aimant son métier, discipliné sous des dehors parfois un peu frondeur 34. Cette dernière remarque lui avait déjà été faite par le pacha précédent. En outre, il se démarque par son aptitude à la pratique des activités sportives d'éducation physique. Il lui faudrait maintenant une affectation sur un grand croiseur pour acquérir de l'expérience, le contre-amiral Joubert précisant même qu'il a l'étoffe d'un officier d'élite et sera certainement à pousser 35, par la suite. Mais pour l'heure, le service prime sur l'intérêt personnel. Le Vimy arrive à Djibouti le 1er février à 8 heures. Le soir même, nous tâtons la main de l'empereur d'Éthiopie. Un jour, tout de même, l'empereur se décide et reçoit sur la coupée du Vimy les résidus cendrés de 21 charges de salut. De traditions anciennes, le salut au canon est exécuté selon un protocole immuable depuis des siècles, par des tirs à blanc de l'artillerie du bord. Bruyant et par conséquent remarqué, le nombre de coups révèle l'importance de celui que l'on accueille, seuls les chefs d'État peuvent prétendre à 21 coups. C'est la pièce de 75 mm du Vimy qui a été chargée d'appliquer le cérémonial, comme de coutume en le respectant à la lettre, chaque coup partant à intervalles réguliers. Malheureusement, la pièce est placée sur la plage avant à quelques mètres de la coupée. Le vent étant contraire ce jour-là, les résidus du tir ne s'évacuent pas comme on l'aurait souhaité. La petite poussière vole, s'accroche dans les poils de la barbe, reste sur la cape de velours, l'empereur ne bronche pas. C'est un lion, le véritable lion vainqueur de la tribu de Juda. Jules, toujours très ému, reçoit le monarque et ne sait trop où le fourrer. En désespoir de cause, il le dirige vers l'avant, catastrophe 36. L'arrivée du renfort militaire français dans le golfe d'Aden ne passe pas inaperçue pour d'autres raisons. On débarque ainsi à Djibouti une section de fusiliers marins avec 2 mitrailleuses et 2 fusils mitrailleurs, pour renforcer la protection de la frontière. En parallèle, le transport d'aviation commandant Est, capitaine de vaisseau Cellier, a appareillé de Toulon le 26 mars avec l'escadrille embarquée de surveillance maritime 7S2, des troupes, une compagnie de tirailleurs sénégalais de 200 hommes environ et du matériel. Le commandant Est est en fait une grande base flottante de soutien, dédiée à la mise en œuvre des hydravions qui y sont embarqués. Déplaçant 11 500 tonnes, il dispose en effet d'un vaste hangar, de 4 catapultes, une rampe d'amérissage et de 5 grues électriques. Avant de rallier le golfe d'Aden, le transport fait un bref passage à Beyrouth pour y embarquer un détachement de 3 appareils de l'escadrille de bombardement 3 B-137. Ce renfort doit apporter à la force une capacité d'intervention aérienne polyvalente. De ce port, le bâtiment, accompagné par l'Ypres, rejoint le Vimy à Djibouti le 5 avril 1933. Durant une quinzaine de jours, les aéronefs vont effectuer de nombreux vols de surveillance et de démonstration de force dans le secteur,
présence militaire qui parvient finalement à faire cesser ces troubles. D'autre part, le gouvernement éthiopien réaffirme sa volonté amicale vis-à-vis de la France, d'autant plus qu'elle craint la pression italienne. Les relations franco-éthiopiennes sont au beau fixe. L'empereur vient passer la revue de l'équipage. On a prévenu celui-ci de la chose extraordinaire qui allait se passer, et tous le regardent comme une bête fauve. Qu'ils aient été crasseux ou impeccables, le cadeau n'en aurait pas moins été quelques soixantaines de sacs de café, de l'excellent café éthiopien, marqué au nom de l'empereur, Négus Neg, le roi des rois. Les officiers ont aussi leur récompense. D'abord une banane dont l'ordre varie avec la classe, Mr Pedron, qui est 2 degrés est rattaché à la catégorie Michi. C'est pourquoi, à son grand désespoir, il n'est que chevalier de l'étoile d'Éthiopie. Ensuite, nous avons le droit à une pièce d'or, dont le diamètre est fonction directe du grade. Enfin, l'empereur quitte le bord, et nous ne le verrons plus qu'au bal offert par lui et au bal du gouverneur 38. Décoration exotique, qui le fait officier de l'étoile d'Éthiopie, cet ordre étant destiné à récompenser les services exceptionnels civils et militaires, nationaux et étrangers. La mission est remplie, il n'y a donc plus lieu de conserver ses moyens d'intervention sur la zone. Le commandant Test et le Vimy quittent Djibouti le 20 avril pour Port Saïd, l'Ypres le 25. Quelques mois après cet épisode, en octobre 1933, Robert Destroyers obtient sa promotion à la première classe de son grade. Malheureusement, la situation sur la corne de l'Afrique de l'Ouest va de nouveau se dégrader avec la prétention des Italiens sur l'Éthiopie, qui se manifeste concrètement en novembre 1934 par des incidents à la frontière du Somaliland. Une crise s'ouvre bientôt à la Société des Nations, le terrain politique montrant Français et Britanniques soucieux de ne pas intervenir pour conserver l'Italie comme alliée face à l'Allemagne de Hitler. Néanmoins, la France assiste discrètement l'Éthiopie en participant à son soutien aérien, sous prétexte de vouloir se montrer vigilante sur la surveillance de la ligne de chemin de fer de Djibouti à Addis-Abeba et de la côte française des Somalis. Cette présence n'empêchera pas l'attaque italienne sur l'Éthiopie à partir de l'Érythrée l'année suivante. Du canon au mousqueton. Le Vimy rentre ainsi à Beyrouth, puis reprend ses tournées en Méditerranée, plus particulièrement dans les îles grecques, en Tripolitaine ou en mer Rouge. Découverte des charmes du bassin méditerranéen, perfectionnement de ses compétences dans les domaines de la manœuvre et de la navigation, le jeune homme profite de sa campagne. Seul écueil, en avril 1934, le Vimy échoue sur le Cox Reef devant l'île de Kounfida, les hélices sont faussées et nécessiteront un passage au bassin. Heureusement, il n'était pas de quart. Le bâtiment étant laissé aux soins du chantier de Beyrouth, Robert part en escapade à Damas, charmant à cette époque 39, le 9 mai. Au moment de débarquer de la Viso, il a maintenant une certitude pour sa projection professionnelle, il va se spécialiser comme canonnier. Profitant de ces derniers instants dans le Levant, il prend congé du petit réseau qu'il s'était constitué, puis c'est le retour en métropole. Embarquant à bord d'un paquebot le 22 septembre, il arrive à Marseille le 30, avec une permission de 4 mois à la clé pour aller rejoindre sa famille. Du 23 novembre 34 au 8 janvier 35, il navigue entre Paris et Ossès, par s'adonner à la pratique des sports d'hiver en Suisse et en Autriche. Le 13 février, il rallie Toulon pour se retrouver temporairement à la préfecture maritime, avant d'être affecté sur le croiseur Duquesne, CV Landriau, où il sera attaché au service artillerie en attendant son cours de canonnier. Son service lui donne l'opportunité de revoir ses camarades de promotion, Lévis Mirepoix 40, Pistre 41 ou Sironi. Lorsqu'il embarque enfin sur le Duquesne, il se retrouve chef de section de la Tourelle 2, chef de la 2e escouade et chargé de l'école élémentaire. En somme, de la grosse artillerie, du 203, du matériel et du personnel, de l'entraînement et de l'entretien, cela m'intéresse au plus haut point 42. Puis, sans attendre, il rédige sa demande pour l'école des canonniers tout en s'imprégnant du programme. Il prend vite ses marques à bord, au sein d'un carré accueillant 43. En somme, l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Jusqu'au soir où il apprend sa désignation pour le cours de fusilier, catastrophe. Ma carrière de marin, ma vie sera toujours marquée par ce fait, cette spécialité, fusilier. Et moi qui avais fait de si beaux plans escomptant me lancer sur le Duquesne dans l'artillerie,
afin d'arriver à l'école, fanatique et possédant quelques notions 44. Il faut rappeler que la spécialité de fusilier souffre d'une mauvaise réputation à l'époque et ne constitue aucunement une voie royale pour une carrière. Enfin, l'artillerie de marine s'étant considérablement renforcée sur les grands bâtiments, il y voyait déjà un moyen de progresser. Face à sa déception, le commandant tente de relativiser cette désignation en lui disant que la police, c'était le commandement. Mais rien n'y fait, et le jeune homme décide de faire entendre sa voix à l'état-major général de la marine à Paris. Là-bas, il apprend que sa désignation résulte du fait que le prochain cours souffre de 2 défections. L'officier qui le reçoit lui fait même la confidence qu'il est jugé comme un élément prometteur. Vous avez été choisi par l'amiral, qui a demandé les feuilles de notes et vous a désigné entre tous. Mais n'allez pas vous imaginer que c'est une brimade, bien au contraire 45. En somme, il est consolant de savoir que l'on est bien vu à l'état-major, mais enfin quand même. 1er mars 1935, embarquement à l'école des fusiliers marins à Lorient sur le Condé, pour suivre les cours du brevet d'officier fusilier. Cet ancien croiseur cuirassé, amarré à la rive gauche du Scorff, a été transformé en bâtiment caserne et accueille l'école depuis 1926. Robert retrouve ses camarades de promotion Sauvy, Moreau et Mérian. Et le 2 mars, après avoir effectué toutes les formalités, les épreuves physiques, ce n'est guère brillant, quoique dans l'ensemble, je sois supérieur à mes camarades. Le physique doit étaler la secousse, reste le moral. Et puis un effort peut durer facilement 6 mois, car il faut évidemment que je sorte dans un bon rang, et quand on est 6, on sait ce que cela veut dire. Courage, courage, sourire aux lèvres 46. Et du courage, il va en déployer, sachant même trouver de l'humour dans les activités ancillaires et rébarbatives. Enfin, le 18 août, le dernier examen est passé. Il obtient de très bonnes notes avec une moyenne de 16,11, mais termine second de la promotion, à 2 points de Sauvy, recueillant en outre le prix de tir et de sport. Durant cette période, il aura appris les rudiments de l'infanterie et les spécificités marines du combat à terre pour lesquelles il présente, quoi qu'il en dise, des qualités, dont son caractère sportif est plein d'allant et son autorité naturelle 47. Le 2 septembre, il obtient son brevet, mais le choix de sortie de cours ne lui permet cependant pas de repartir en campagne lointaine ou de rejoindre un contre-torpilleur en escadre. Parenthèse en escadre. Un poste d'officier fusilier, chargé en sous-ordre du corps de débarquement, lui est ainsi attribué sur le croiseur l'Algérie, capitaine de vaisseau Bouxin, unité impressionnante de 11 100 tonnes admise au service actif depuis 1 an et demi seulement et dont Toulon est le port d'attache. Au sein de l'état-major, des hommes dont le destin connaîtra des horizons différents dans les événements de juin 1940. Le capitaine de corvette Henri Dalmas de la Pérouse 48, chef du service intérieur, son camarade de promotion le lieutenant de vaisseau Jaco Lasvigne 49 et l'enseigne Bernard Dufay 50, son adjoint. Robert part en permission pour quelques semaines, ce qui lui permet de revoir son frère Arnaud, qui s'apprête à rejoindre Parme blindé cavalerie, prolongeant ainsi la tradition familiale. Puis, il revient s'installer à Toulon. Au sein de la première division légère, DL de l'escadre, en cette année 1936, l'Algérie, bâtiment amiral, enchaîne les manœuvres et fait une croisière en Méditerranée du 4 mai au 3 juillet. Les premiers mois à bord sont très difficiles, tant Robert est poursuivi par le doute, spleen, inoccupé sans intérêt 51. L'application des préceptes inculqués durant sa formation n'est pas aisée, tant il se rend compte que sur un bâtiment de guerre, cela marche tout seul. Non, non et non, je ne marche pas, ou je ne marche que dans la mesure où il est question d'obéir, d'être discipliné, et en cela faire son métier. Je ferai mon possible, mais malheureusement ce ne sera pas le sourire aux lèvres 52. Durant cette navigation, un incident survient à Casablanca le 10 juin. Alors qu'il appareille de nuit, le croiseur est abordé par un autre, le Colbert, ce qui lui occasionne des avaries entre les deux écubiers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.